Bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène et plus, l'émission culturelle de Radio Soleil. Alors, dans une première partie, on va vous parler de théâtre. Bonjour Chantal. Bonjour André. Alors, nous avons vu le cercle de craie caucasien d'un certain Bertolt Brecht, mise en scène d'Emmanuel de Marcy-Motta au Théâtre de la Ville. La couleur de la grenade de Mourad Merzouki, c'est la compagnie Cafig, à la Mac de Créteil. Au Théâtre Hébertot de Jean-Claude Grimbert, mise en scène de Charles Torchman, j'ai vu dans le couloir. Seppuku, el funeral de Mishima o el placer de morir d'Angelica Lidl, que j'ai vu au Théâtre National de Strasbourg. Et puis nous avons vu, toi et moi, un certain Le Suicidé, vaudeville soviétique de Nikolai Hardman et mise en scène de Jean Bollorini au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Alors, nous avons vu tous les deux le cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht. C'est une pièce qui a été donnée à Paris pour mon anniversaire, quoi. Il y a 70 ans, 1955. Et ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. C'est quoi le cercle de craie caucasien, Chantal ? C'est Brecht qui a écrit ce cercle de caucasien en s'inspirant d'un conte chinois du XIIIe siècle. Alors, on est en Géorgie, il y a la guerre avec la Perse, le gouverneur est tué, la femme du gouverneur s'enfuit, mais elle oublie son fils Michel. Et Groucha, femme du peuple, va sauver cet enfant abandonné par la noblesse. Elle l'élève et quelques années plus tard, la femme dite biologique va réclamer l'enfant. Et c'est en fait ce cas concret de justice à qui appartient cet enfant. Alors, c'est tout à fait, je dirais, dans une perspective marxiste, quelque part, parce qu'on a l'affrontement entre deux femmes. L'une est la reine, et l'autre est la prolétaire, si je puis dire comme ça. Et donc, il y a deux aspects. Il y a cet aspect social, mais il y a aussi l'aspect, qu'est-ce qui compte le plus ? Qu'est-ce que c'est qu'une mère ? Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Est-ce que c'est biologique ou est-ce que c'est d'avoir élevé un enfant ? Alors, moi, je vais vous dire, je suis d'accord avec Brecht là-dessus. Et évidemment, ça reprend aussi une partie de la Bible avec le fameux jugement de Salomon, mais c'est pas dans le même sens. Là, c'est la vraie mère, c'est celle qui s'est occupée de l'enfant. Et elle s'est occupée de l'enfant parce que la mère biologique l'a abandonné. Alors, bon, ça, c'est l'histoire. Mais j'ai bien aimé quand même, parce que d'abord, on a quand même des moyens. On a plein de personnages, plein d'acteurs. Et alors, je sais qu'il a fait des économies en réutilisant des décors des spectacles précédents. N'empêche que le Théâtre de la Ville, il y a quand même des moyens scénographiques assez extraordinaires. Et je trouve que le travail sur les lumières, par exemple, est formidable. Et moi, j'aime bien parce qu'Emmanuel de Marcy-Motta, c'est quelqu'un qui sait raconter des histoires et qui sait proposer une scénographie qui est au niveau de la fable. Par exemple, cela commence, on voit, il y a tous les acteurs qui sont sur scène, il y a la lumière sur le visage et chacun de ces acteurs va donner le contexte et par la suite, ils seront aussi des narrateurs. Moi, je me suis beaucoup amusée avec la scénographie fantaisie, subuesque, c'est de la mascarade, etc. Mais j'ai été prise par la gravité du propos et grâce à Élodie Boucher qui joue Groucha, parce que c'est elle qui porte le lyrisme, c'est elle qui porte la question morale. Et puis, il y a de belles personnes dans cette scène. Il y a son compagnon, là, le soldat Simon Chava, qui est joué par Gérard Maillet. Donc moi, j'ai bien aimé les grandes idées de tendresse qui circulent et
tu l'as bien dit ça, il y a une valeur très concrète dans cette pièce. Et le petit enfant quand même, c'est joué par Ilona Astoul avec sa petite perruque rouge et ses chansons. Il a le sens du travail choral, donc ça donne des grands moments dramatiques avec par exemple la passerelle, mais ça donne aussi des moments comiques avec le mari de Groucha. Donc c'est un beau spectacle. J'avoue que moi j'étais un petit peu plus c'était un petit peu plus compliqué quand c'était l'épisode de l'écrivain qui devient juge Azdak. Bon, mais c'est vraiment Ah non, non. Alors moi je suis moi, pas d'accord tu avec pas toi. d'accord, J'ai oui. beaucoup aimé. C'est la partie que j'ai préférée. Je ne dis pas que je Parce l'ai que, pas alors, aimé. on n'a pas dit ça, mais justement, c'est un espèce de cynique écrivain, etc. Et l'ironie, c'est que parce que justement, il est déconnecté et quelque part cynique, qui va rendre la vraie justice. Alors ça, c'est assez amusant. J'essaie de voir jusqu'à quand ça se donne, mais enfin, vous pouvez encore, vous avez Ah, un petit moment. c'est jusqu'au 20 février. 20 Ah oui, février. c'est quand même Bon, rapide. mais dans la salle Sarah Bernard, hein, au théâtre de Voilà. la Ville, Donc vous avez... là où a eu lieu la première de Brecht en 1955. Voilà. Très joli. Chantal, tu vas nous parler de la couleur de la grenade. C'est un peu rouge, non? Alors, c'est un peu rouge, c'est un peu arménien, la couleur de la grenade, là. Donc, c'est la compagnie Kafig de Mourad Merzouki. Donc, il a composé cette chorégraphie à la suite d'un voyage en Arménie pour répondre à une invitation de la metteuse en scène Saté Khachatrian. Bon, ce spectacle, en plus, est inspiré d'un film qui s'appelle Sayat Nova, qui veut dire la grenade rouge, et qui est d'un cinéaste arménien de Sergueï Parajanov. D'ailleurs, au début, on voit quelques éléments de ce film. Alors, la danse, parce que c'est un spectacle de danse, et j'ai trouvé justement qu'il y avait de la fluidité dans la chorégraphie. Et il y a de très beaux enchaînements, mais cette virtuosité du mouvement hip-hop, parce que c'est ce qui domine quand même dans ce type de danse, eh bien, ça s'inscrit dans une recherche de sens et d'émotion. Et la danse est incarnée, c'est-à-dire qu'on voit des personnages et qu'on voit des situations. Les entrées en scène, côté jardin et côté court, eh bien, progresse, mais de façon exponentielle. C'est-à-dire que le solo qu'on peut voir va se construire dans le collectif. Il y a une dramaturgie du mouvement, donc on les voit danser, tournoyer, par exemple, sur des livres. Eh bien là, moi, j'ai vu la bibliothèque d'Alexandrie, j'ai vu les bibliothèques universelles. Il y a vraiment ce beau travail sur la métamorphose du solo et du duo. C'est un conte féerique avec une princesse, alors une princesse habillée avec une robe verte, mais qui va avoir des mouvements corporels un peu saccadés, un peu étranges. Il y a un moment, il y a 3 danseuses avec une ombrelle blanche, c'est très poétique, il y a de la joie, il y a du comique avec un tapis, avec de l'échelle, les costumes. On est un peu du côté de Arménie, mais sans que ça fasse vraiment folklorique. Et puis, il y a la musique, eh bien, c'est de la musique traditionnelle, mais avec des sonorités électro. Vraiment, c'est du beau travail, il y a de l'excellence, mais tout devient symbolique dans ce spectacle de la couleur de la grenade qui se donne à la MAC de Créteil. Jean-Claude Grimbert a écrit Dans le couloir, dans une mise en scène de Charles Tordjman. Et je crois qu'il y a de bons comédiens dans ce spectacle. C'est au théâtre Hébertot et c'est amusant parce qu'il y a une trentaine d'années, un peu plus, eh bien, Grimbert avait créé l'atelier. Et je me souviens, à cette époque-là, il n'était pas si connu que ça. Et j'avais adoré ce spectacle. Et donc là, 30 ans après, c'est dans le couloir. Et alors l'histoire, c'est on est dans un couloir dans une maison avec un couple d'un certain âge,
puisque la question, c'est que l'un de leurs enfants a rappliqué avec des cheveux blancs. Et donc, au moins une cinquantaine d'années, soixantaine, donc ça veut dire l'âge des parents. Il a rappliqué avec des cheveux blancs, mais il n'a pas tellement envie de voir ses parents. Donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on peut lui parler, comment est-ce que, voilà, quelle relation il y a. Et donc, en fait, c'est plus l'histoire du couple de ses parents que cet enfant on, j'ai bien aimé ce côté de personnage absent, de personnage présent absent. Et il y a cette façon de reconsidérer sa vie, ou de considérer sa vie à un certain âge. Et je trouve ça... bon, peut-être je suis un peu intéressé parce que je suis plus si jeune, mais ce qui m'a plu là-dedans aussi, c'est que c'est pas si fréquent. Pas si fréquent parce que déjà l'espérance de vie a beaucoup augmenté et que cette histoire de la quatrième génération, si je puis dire, c'est pas si souvent qu'on la voit, que je l'ai vue au théâtre, hein, parce que là c'est ça, c'est la quatrième, enfin quelle génération quand même. Et évidemment toute l'ironie caustique de l'écriture de Grimbert se trouve là-dedans, mais aussi avec au deuxième degré l'amour, parce que ce couple ne serait pas aussi comment dire, problématique s'il ne s'aimait pas autant. Donc j'ai trouvé ça une pièce à la fois touchante, un peu oui, très intéressante, parce que justement elle témoigne de notre société où on veut pas remettre la retraite, mais où malgré tout ça vieillit de plus en plus. Hein. Vous savez que l'espérance de vie est autour de 80 ans maintenant. Hein. C'est quand même pas mal. Et donc, forcément, ça crée une sorte de société que Grimbert, dans le regard très neuf qu'il a, je trouve, permet de montrer. Et qui sont ces interprètes ? Alors oui, j'ai oublié le principal, hein, c'est que évidemment, hein, c'est Jean-Pierre Daroussin et Christine Murillo qui interprètent les deux personnages. Et bon, on n'avait pas besoin de faire un dessin avec la qualité de ces acteurs. Chantal, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, j'avais un rêve, c'était d'aller voir le Théâtre national de Strasbourg. Je l'ai vu, je parlerai du lieu la semaine prochaine. Et là, eh bien, j'ai vu d'Angelica Lidl Seppuku, el funeral de Mishima, ou el placer de morir, les funérailles de Mishima et le plaisir de mourir d'Angelica Lidl. Ça appartient à une trilogie. Nous avions vu Damon, où elle évoquait... une des figures fondatrices d'Angelica Lidl, à savoir Ingmar Bergman. Bientôt, au mois de mars, on aura à l'Odéon une deuxième figure pour Angelica Lidl, Karen Blixen, et là, elle rend hommage à Mishima, dont elle a lu plus de 100 fois le livre Le Pavillon d'or. Alors Mishima, en 1970, il s'est donné la mort de manière spectaculaire avec seppuku, qui veut dire éventration. Oui, voilà, tout à fait. Seppuku, le terme japonais. Mais et donc, bon, Mishima, c'est un grand auteur. C'est un grand auteur, bien sûr. Moi, m'a fait découvrir la littérature japonaise. Tout à fait. Le cerisier, je vois qu'il y a un truc comme ça qu'il a écrit. Ouais, continue. Donc, c'est Angelica Lidl, on le sait bien, c'est un théâtre non conventionnel. Hein. Déjà, en 1988, elle avait commencé sa carrière avec la pièce Greta quiere suicidarse. Greta souhaite se suicider. Alors là, elle aborde un de ces thèmes obsessionnels de manière transgressive. Je l'ai dit, la mort, mais la mort là est sublimée, la mort est transcendée, la mort est un acte esthétique, la mort est un acte érotique pour Angelica Lidl. Je l'ai trouvée là, dans ce spectacle, un peu plus
en retrait. Pourquoi? Parce que dans une première partie, eh bien, elle va observer et elle a mis en scène une adaptation d'une pièce No à Goromo, et les deux acteurs vont arriver alors en kimono avec le déplacement du théâtre No. Bien sûr, ils vont se dévêtir, ils sont nus, mais on va avoir vraiment une chorégraphie, presque une calligraphie du désir de mort représenté. Alors, elle est en retrait, mais elle a quand même, il y a un moment donné où elle fait un acte poétique d'une grande générosité, hein, Angelica Lidl, pour mettre en situation une invocation aux défunts. Donc, il a été demandé par l'intermédiaire du TNS au public, à des gens, d'envoyer un vêtement de leur défunt, et elle va donc faire une cérémonie, et nous avions sans esbrouffe un climat de recueillement, c'est-à-dire que les deux acteurs successivement apportaient les vêtements bien pliés. Angelica les enfilait, prenait un petit papier dans une des poches du vêtement, lisait la notice écrite par la famille, et elle a rajouté, alors ça c'était extrêmement beau, un texte poétique. Et la première personne, parce qu'elle a rendu hommage à 12 personnes, la première personne, c'était Maria Luisa, qui est née entre le 3 août 1959 et le 26 avril 2018, elle est morte. À chaque fois, Angelica Lidl, eh bien, disait « Quand vais-je mourir ?» Alors, il y a du sang, hein, mais vraiment du sang, avec chez Angelica Lidl. On va voir à un moment donné, il y aura une prise de sang et puis un t-shirt coloré. Il y a de l'obscène, mais moi, je ne mets pas en cause en fait, c'est Angelica. C'est Angelica, c'est plus loin qu'une performance, et je ne mets pas en cause le degré de sincérité, et c'est un peu pour elle thérapeutique, c'est un moyen de vivre, elle est comme Pippo del Bono, et je n'ai pas dit que visuellement c'est extrêmement beau, les corps sont beaux, elle fait même appel à un culturiste. Ce spectacle, eh bien, on le verra plus tard. Juste une information, André, ce spectacle, il s'est terminé le 7 février à 6h30 au matin. Il a été donné parce qu'il a suivi une nuit de débat qui a eu lieu au TNS. Et dans cette nuit de débat, ils ont discuter sur la question du présentable, sur la question de la violence au théâtre. Est-ce qu'il y a une liberté créatrice? Il se passe des choses au TNS. Et donc, on le verra quand, ce spectacle? Ah ben, je ne sais pas. Moi, je pense tourner? que... Non, bien sûr qu'il va tourner, hein, parce que c'était une création. Et je crois que c'était la première en France. La dernière émission, nous avons parlé de Presque égaux ou Gal. Non, presque égal, presque frère. Que nous avions vu au théâtre des Amandiers de Nanterre, que nous avions beaucoup apprécié. Eh bien, on n'est pas déçus par les Amandiers de Nanterre, parce que si ce n'était pas le directeur Rauque, c'est Bellorini qui nous propose un texte de Nikolai Erdmann qui s'appelle Le Suicidé, et que Bellorini a sous-titré Vaudeville soviétique. Chantal. Oui, alors donc, Le Suicidé, c'est Semyon Semyonovitch, qui est une sorte d'anti-héros, hein, qui est un homme du peuple, etc., un homme ordinaire, et une nuit, il se réveille avec une envie de saucisson au foie. Il faut rajouter que c'est un chômeur. Et à partir de là, eh bien, un grand malentendu va s'installer parce que sa femme, Macha, va croire qu'il a dans la poche un revolver, et donc elle va alerter tous les voisins pour essayer de l'aider. Pour éviter qu'il ne suicide. Oui, il faut dire ça quand même. Bien sûr. Et moi, je trouve que c'est très bien. Jean Bellorini, il a inscrit vaudeville soviétique parce qu'on est à la fois dans du comique et puis aussi un petit peu dans du tragique avec le titre Suicidé tout de même. Alors,
cette pièce, elle ne verra jamais le jour, hein, mais c'est quand même incroyable que avant 10 ans après la Révolution, c'est-à-dire qu'on est dans la fin des années 20, on a quand même quelqu'un comme Erdmann pense qu'il peut sortir une pièce comme ça. Et il a quand même fait une première pièce qui, elle, a eu un grand succès. Alors, et qui Le mandat. oui, et qui était déjà assez engagé. Ouais. Bon, et là, c'est-à-dire que moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'histoire et sur la manière dont on juge les époques. Je crois qu'au début, tout au début de la Révolution, il n'y avait pas ce sentiment de répression qu'on a eu avec le stalinisme. Et là, Erdmann est encore en train de se battre, hein, avant même le stalinisme au moment où commence le stalinisme contre le stalinisme. Alors après, il va être interdit, il va être déporté, il va continuer à écrire quand même, et sous une forme de scénariste de cinéma, etc. Il n'y aura plus de théâtre. Et cette pièce, elle est justement magnifique pour moi parce qu'elle parle de deux choses qui sont différentes et liées. C'est la première chose, évidemment, enfin pas la première, c'est l'individu et la société. Comment est-ce que... Et là, parce que ça a beau critiquer le régime, c'est très ironique aussi par rapport à la société, indépendamment du régime. C'est qu'est-ce que c'est que d'être moi et qu'est-ce que les autres vont faire pour... hein. Il veut suicider, il fait croire qu'il veut suicider, et alors chacun veut exploiter ça pour son idéologie. Ils sont tous à vouloir exploiter son suicide à tel point qu'il va être forcé... Enfin, cette contrainte qui va le sauver peut-être. Mais enfin bon, ça c'est une première chose, ce rapport entre l'individu et la société, avec évidemment la dimension politique. Et le deuxième rapport, beaucoup plus simple, hein, c'est qu'est-ce que c'est que vivre et qu'est-ce que c'est que mourir. Et c'est très profond aussi à ce niveau-là. Oui, alors, et puis moi, je veux revenir juste un petit peu aussi sur la mise en scène de Jean Bellorini, qui a choisi un grand espace et non pas le petit appartement communautaire, comme souvent on voit pour ce texte-là. Eh bien, je trouve que ça adhère bien à la proposition de Vaudeville, parce qu'on va voir les protagonistes principaux, Macha, sa mère, et puis le voisin, par exemple, qui court, hein, qui traverse les espaces, et il y a l'éclairage qui accompagne les différents personnages. On a des cercles. Parfois, on n'a que les visages et tout et justement, c'est extraordinaire. Et puis on a des Parce qu'il y a une scène de banquet absolument incroyable où ils sont tous alignés comme ça. Et on a du chant. Et on a de la danse. Oui, et donc, tu l'as dit, hein, donc c'est extrêmement intéressant parce qu'il va y avoir donc toutes les masses, enfin, tous les représentants qui vont vouloir que la mort ne soit pas gratuite, qu'elle soit pour la cause sociale. Et il y a par exemple l'intelligentsia. On va de l'intelligentsia aux coursiers marxistes-léninistes, en passant par les amoureuses. Et il y a un argumentaire, l'intelligentsia, qui dit ce qu'un vivant peut penser, seul un mort peut le dire. Et le Sémione, quand il va prendre conscience qu'il est obligé de mourir, il va téléphoner au Kremlin. Pourquoi ? Parce que il n'a plus rien à risquer. Les comédiens sont formidables. C'est François Debloc qui joue de manière, lui, naturaliste, trop humain. Il est émouvant, il le faut, puisque tu l'as dit. Et très, très, très bien. Il le faut, puisqu'il y a un questionnement existentiel. Il réfléchit, mais il se dit, alors la vie et la mort, c'est entre le tic et le tac, il y a un mur. Mais moi, quand je serai dans le tac, dans la mort, eh bien, comme tu l'as dit, je suis sans moi. Personnellement, sans mon corps. Il y a vraiment un très beau travail de distribution. On va citer aussi Clara Mayer qui joue la femme Micha, qui est dans le jeu humain, Jacques Adjage qui est la belle-mère de Sémione et qui fait son duo. Moi, juste... J'ai envie de le dire parce que je l'ai adoré. C'est le comédien qui est le représentant des masses, Clément Durand, qui voit tout avec le regard marxiste-léniniste et même quand il s'agit des femmes. Alors, j'ai commis un petit sonnet-théâtre acrostiche
voilà, que je vais vous lire maintenant. Le titre, c'est « Se tuer ou mourir ». Se tuer ou mourir, ce n'est pas la question en la pièce ironique d'Erdman Nicolaï. Tout se tient ou se perd, de l'aimer à l'haï, une soviétique et socialiste union. Et voilà que se rit sur scène chaque pion, raillant la diérèse avec Bellorini, œuvrant en société pour le cru ou le cri, un moment étonnant d'hypocrisies union. Mise en scène, costume, les jeux et l'éclairage, on en a pour sa mise, on applaudit, bravo. Un spectacle avouant les égaux de l'ego. Remettant société et chacun à son âge, il nous fait repenser notre histoire et l'histoire. Revivre ou se tuer et d'un chacun la gloire. Est-ce qu'on a juste le temps de rajouter qu'il a songé au contexte et qu'il a rajouté 2 belles choses, Jean Bellorini, dans le spectacle. Fin, très important. Très important parce qu'il a demandé à Tatania Frolova de lire la lettre que Mikhail Bulgakov avait envoyée à Staline pour demander la libération de Nikolai Erdman. Et la deuxième chose, c'est à la fin, il a projeté je ne sais pas si c'est un acteur qui... Je pense que oui. Non, je pense que c'est véritablement le rappeur. Il y a quelqu'un qui justement, a mis en cause le problème qui s'est tué à cause de la guerre d'Ukraine, un Russe qui s'est tué et qui voulait faire de son suicide quelque chose de témoignage. Je crois que c'est... 2 mois avant la première représentation. Je crois que c'est Ivan de Tunin. Voilà. Donc, c'est un très beau spectacle de mise en scène Jean Bellorini de Nikolai Erdman, le suicidé, vaudeville soviétique. Voilà, donc on vous a parlé dans cette première partie de jeux de scène et plus, du Suicidé, vaudeville soviétique de Nikolai Erdman. De Seppuku, El Funeral de Mishima ou El Placer de Morir d'Angelica Lidl au TNS Strasbourg. Donc, tu as parlé également de moi, j'ai parlé Dans le couloir de Jean-Claude Grimbert, théâtre Héberto, mise en scène de Charles Torchman. Un spectacle chorégraphié par Mourad Merzouki, La couleur de la grenade, dans la MAC de Créteil. Et nous avions commencé par le Cercle de Craie caucasien de Bertolt Brecht, Emmanuel de Marcy-Motta, metteur en scène, au Théâtre de la Ville. Et puis, avant de passer à la deuxième partie, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Petit chien sans ficelle », mémoire d'enfance d'André Schleicher. André Schleicher, il a chanté avec Marc Chevalier et on va entendre, avant la deuxième partie, une petite chanson. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, disait la rengaine, la la, mon amour. Des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante ou relance. Vraie, elle était si jolie, si fraîche épanouie,
et tu ne l'as pas cueilli. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. La 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 tourelle rime avec sa chèvre, le tien rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, laisse pas un refrain. Oh, 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 la, la, la. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du fond du souvenir. Lève un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Et nous revoilà pour Et plus, la seconde partie de Jeux de scène, parce que même si c'est principal, il n'y a pas que du théâtre dans la culture. Donc, on va vous parler de littérature, on va vous parler d'expositions, de concerts et de cinéma. Alors, on commence peut-être par la littérature. Donc, on annonce qu'on va parler de Petits chiens sans ficelle, mémoire d'enfance d'André Schlesser aux éditions des Cendres. De La joie ennemie La joie ennemie, de Kauder Adimi. c'est aux collections éditions Stock. Voilà. On aura donc de l'exposition avec la 69e salle, le 69e salon de Montrouge, dans la direction artistique d'Andrea Poncini et Marion Malissène. Les sons d'hiver. Sons d'hiver, festival de musique, 35e édition, Val-de-Marne, une nuit dans le désert. C'est à Mac de Créteil. Un documentaire Si on veut. On verra. Un documentaire de Thomas Le... Ah oui, tu définiras, tu nous le diras plus précisément quel est le genre. Thomas Lacoste. Et puis Le gâteau du président, un film de Hassan Hadi. Alors, ce petit chien sans ficelle d'André Schlesser, c'est une famille où où on compte 3 générations. 3 générations. Moi, je connais la dernière avec les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Alors, donc, André Schlesser, il est né en 1914. Son fils, Gilles Schlesser, est né en 1944 et le petit-fils, Thomas Schlesser, est né en 1977. Ils sont tous connus, même si les présents sont peut-être plus connus que le passé, qui, lui, a vraiment eu du succès. Alors, en 1978, son fils, Gilles Schlesser, à sa demande, à la demande d'André, l'enregistre pour qu'il lui parle de son enfance. Une enfance très particulière. Alors, évidemment, le fils lui-même ne sait pas si ce que raconte son père est complètement vrai ou pas, on n'en sait rien. Mais malgré tout, il y a ce témoignage dans ces années 20 parisiens. Alors, le livre, quand on achète, il s'appelle Petit chien sans ficelle, Mémoire d'enfance d'André Schlesser, édition établie par Gilles Schlesser. Et on ne dit pas, mais il y a une préface de Thomas Schlesser, du petit-fils. Et c'est Montreuil, Belleville, Ménilmontant qui est la bande. C'est pour ça un petit peu que ça m'a tenté. Et donc, il est dans ces quartiers. Alors, c'est un Rom, c'est un tzigane. C'est quelqu'un
qui, dans ce qu'il raconte, ne vient pas du tout de Paris et qui a abouti à Paris quand il a 5-6 ans. Hein. Et il ne connaît pas son père. Il va très très vite être livré à lui-même. Il va, dans un premier temps, il ira dans ses familles roms ici ou là, mais dans un deuxième temps, et donc on a cette espèce d'errance d'un enfant de 10, 9, 10 ans, 11 ans, 12 ans, avec tous les gens qui fréquentent ces quartiers-là. Hein, donc on a aussi bien des truands que aussi des bonnes sœurs ou tout ce qu'on veut. Et il va nous raconter ce Paris-là. Et je dois dire que ça, c'est très intéressant. Alors, évidemment, c'est un enregistrement, soi-disant. C'est évident que ça a été réécrit. Et heureusement, parce que justement, je pense que c'est le fils, je pense que c'est le petit-fils qui a écrit ce qu'a dit son père, et c'est très bien écrit. Et c'est une des choses qui m'a fait aimer cette histoire. Il y a 4 choses qui m'ont fait, 3 choses. D'abord, le fait quand même que ce Paris-là, ce Paris des années 20, eh bien, c'est pas évident. La deuxième chose, c'est que, justement, il y a le regard du petit-fils sur son dadé. Justement, c'est le fait qu'il y ait 3 textes des Schlesser. Et ensuite, on a ce que dit le fils sur le père. Et la 4e, 3e ou 4e chose, c'est justement ce que est devenu cet André Schlesser. Il est devenu quelqu'un de très connu à l'époque, un peu perdu de vue maintenant. Mais vous avez entendu la chanson qui vient de passer, c'est Marc et André. Et ils tenaient jusqu'en 1974 un truc qui s'appelait l'Écluse. Et André Schlesser était l'amant de Barbara. Il a épousé... Maria Callas. Non. Oui, Callas. Hein. Ah oui. Et donc, voilà. Et il a joué même il a joué dans des pièces. Hein, il a chanté, etc. Et voilà. Donc c'est quelqu'un quand même qui réussit. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que il a réussi à faire de tout cela. Hein, non, pas Maria Callas, Maria Cazares. Ah, c'est pas exactement pareil. Oui, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec c'est pas dans la même génération. Pas... Mais Cazares, c'est quand même quelqu'un d'intéressant aussi. Donc, voilà. Donc, c'est Petit chien sans ficelle. C'est à la fois... Le texte en lui-même est intéressant, mais c'est surtout les perspectives qu'il engendre aussi par rapport à ces 3 générations. Chantal, tu nous parles de... La joie ennemie. Et c'est dans la collection Ma nuit au musée chez Stock. Et c'est l'écrivaine Kawther Adimi qui a fait cette expérience et qui a passé une nuit à l'Institut du monde arabe. Donc il faut savoir que Kawther Adimi, elle est née en 1986 à Alger. Et donc, cette expérience nocturne au sein du musée va l'entraîner vers son passé et plus naturellement vers l'Algérie. Alors, le roman est intéressant dans sa construction narrative parce qu'il présente, j'ai envie de dire, 3 niveaux de récit. Ce sont des récits à tiroir. Alors, le premier récit se réfère à son installation au sein de l'Institut du monde arabe, une nuit. Pour moi, c'est la partie la plus anecdotique. Par contre, j'ai été extrêmement intéressée par les souvenirs qui vont réapparaître pour Kawther Adimi. Elle va faire le récit familial. Et ce récit familial, il crée des effets d'attente, des effets de surprise, des effets même de tragique, parce qu'il est extrêmement chargé et que
on va du côté de la grande histoire, des années tragiques de l'Algérie. Parce que le père de Kausser, Hadimi, il s'était enrôlé dans l'armée algérienne. Il était ultra diplômé, il a voulu passer son doctorat en France, donc il était venu avec toute sa famille. Et voilà qu'il décide, en août 1994, de retourner en Algérie avec ses 4 enfants, dont un bébé. Et c'est la période la plus tragique, une des plus tragiques de l'histoire de l'Algérie. C'est le moment où le GIA, le groupe islamique, veut instaurer un gouvernement islamiste. Donc, la petite fille, elle est très jeune, hein, elle a 7-8 ans, elle sera confrontée à ces actes, à ces images de violence. Elle n'a jamais compris véritablement quelle était la raison de ce retour du père qui, lui, conservait un calme indiscutable, dans une sérénité dans tous ces événements. C'est un peu son questionnement. Et elle se frappait contre ce mot définitif que lui répétait le père. Bon, c'est le point de vue, c'est des souvenirs d'enfance. Donc forcément, il y a des souvenirs douloureux qui sont éclipsés par des moments plus heureux. Hein. Donc, mais l'arrivée dans l'aéroport où elle va voir des corps étendus, les faux barrages, la nécessité des déménagements, de se cacher, eh bien tout cela, elle le raconte. Elle le raconte, comme je l'ai dit, dans une narration différée. Différée pourquoi ? Parce qu'on est à Lima et parce qu'il y a l'artiste. Et l'artiste que moi je ne connaissais pas, que j'ai découverte grâce à cette écriture, c'est Baya. C'était une peintre algérienne née le 12 décembre 1931. Donc elle va revenir sur le passé de Baya pendant la colonisation française. Elle a été soutenue par, je vais donner les noms quand même, Marguerite Camizet et Madame Farge. Et grâce à ces personnes, elle pourra faire une exposition en France. Et par celui, alors Maeg, je ne sais pas comment le prononcer, M-A-E-G-T, on le connaît dans le milieu artistique. C'est lui qui a organisé une exposition en France. Je dirais. Maeg. Elle a fréquenté Picasso, Baya, parce qu'elle a été avec lui, à l'atelier Madura à Valoris. Elle a été une protégée de Camus. Et sa peinture, je l'ai découverte, elle est très colérée, il y a des éléments naturels. La mort, parce que je n'ai pas raconté son histoire, mais la mort de sa mère, est représentée souvent par des fleurs, par des papillons. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce roman pour justement cette écriture de narration particulière et pour avoir découvert 3 moments forts et une artiste peintre comme Baya. André, donc tu es allé voir la 69e, à chaque fois je veux, le 69e Salon de Montrouge, dans la direction artistique d'Andrea Ponzini et Marion Malicène. Ben oui, parce que j'en ai loupé 68. C'est un bon rattrapage. J'aurais pu, aurait été en dos peut-être à la première, mais j'aurais... Donc, j'ai découvert cette 69e édition. Et quel est le projet ? Le projet, c'est une sorte de concours. Ils reçoivent dans les 2000, 3000 candidatures et ils vont sélectionner 40 artistes. Plasticiens ? Tout. Enfin, sculpteurs ? Non, plasticiens plutôt. Oui. On a de la peinture, de la sculpture, de la performance et du cinéma. Et de la, vidéaste. Voilà. Donc, il y a, et évidemment, c'est des jeunes. Quand je dis jeunes, c'est la trentaine, 30, 40, enfin bon, c'est relativement jeune. Et donc, ce jury va sélectionner 40 artistes et les exposer. On a un parcours comme ça dans une espèce de grand salon, la grande salle. À plusieurs endroits, mais j'en ai vu qu'un. Mais je les ai tous vus pour autant. Et c'est
c'est très très intéressant de voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, quoi. Voilà. On est quand même dans une sorte de vision d'un spectacle, d'une exposition contemporaine, vraiment contemporaine. On est aujourd'hui, et je trouve rien que ce projet, je le trouve très intéressant. Alors après, on se balade, on n'aime pas. On a des coups de cœur. On a des coups de cœur, donc je vais vous présenter Oui, quelques coups de cœur. quelques trucs qui m'ont bien plu. Déjà, le premier, ça s'appelle 16B Édition. C'est deux artistes, Angela Netchak et Lou Vegas. Et alors, c'est très amusant parce que il y a de la situation et il y a en même temps de la création. On a une espèce de grand écran. Enfin, on a l'impression de voir un écran banal d'ordinateur. Mais quand on se rapproche, les petites valises, vous savez, les petits dossiers, eh bien, on peut les tirer. Ce sont des vrais dossiers où il y a des choses dedans. Et donc, il y a cette espèce de mise au service de l'art d'un certain réalisme complètement ironique. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Alors, ensuite, Ladji Diaby. Alors là, c'est quelque chose de... où on prend des objets du quotidien. Par exemple, il y a un lit, et dedans, quand on voit le lit, on le trouve assez magnifique, etc. Et puis quand on se rapproche, on aperçoit qu'il y a des casseroles, des trucs, des machins dedans, qui donnent l'impression d'être des corps. Il y a une espèce de jeu comme ça entre le réel et puis pas. Alors, Sophia Lang. Donc, oui, tu vois qui c'est. C'est quelqu'un qui met en scène son corps corpulent, on va dire, et elle va se représenter comme ça. Et même, à un moment donné, sur la toile, on a son enterrement, avec évidemment, c'est toujours elle, même elle dans le rôle de sa mère qui vient déposer des fleurs sur elle. Elle est là, et j'ai trouvé ça très, très ironique, et ça m'a bien plu. Sido Lansari. Alors lui, c'est quelque part, t'es arabe ou pédé, c'est pareil, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui dénonce à la fois le racisme et un certain racisme aussi dans l'homosexualité et un certain, évidemment, racisme contre l'homosexualité. Et c'est quelqu'un qui va travailler avec le tissage, avec des choses très... Et il va dire simplement il va y avoir des mots qui vont s'inscrire dans cela. Donc j'ai trouvé ça, ça m'a bien plu. Marguerite Maréchal. Alors c'est de la sculpture. Et là, on va avoir, par exemple, moi, c'est très simple. C'est cette espèce de colonne avec quelques bouts de papier qui sont collés comme ça. Et je me suis dit, pourquoi ça m'a... Et après, j'ai lu le truc. En fait, ça représente une colonne vertébrale. Et je n'avais pas réalisé, mais le fait que ça puisse penser à ça, j'ai trouvé ça excellent. Germain Marguillard, alors on a l'impression que c'est un catafalque, on ne sait pas ce que c'est. C'est à la fois industriel et à la fois quelque chose, on ne sait pas si c'est une sorte de bière ou un truc industriel avec des gravures. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai découvert des tas de choses différentes et pour ça, c'est intéressant. Alors, c'est un concert. Alors, je suis allée voir le festival, les sons d'hiver. J'ai l'habitude d'y aller chaque année. Et là, c'est la 35e édition. C'est un festival qui se donne dans le Val-de-Marne et en dépit des difficultés financières des collectivités locales, le département a décidé encore d'apporter le soutien financier à ce festival. Festival, je dirais, qui associe différentes sensibilités artistiques, musicales du monde entier. Fabien Simon dit c'est une mosaïque de sons, d'héritage et d'imaginaire. Alors, ce soir-là, c'était la nuit dans le désert. Et j'ai eu vraiment le sentiment d'avoir fait ce voyage un peu dans le désert. Une première partie qui est une création,
c'est la rencontre entre un bassiste américain, Jamal ad-Din Taqouma, à la basse, et puis un joueur de djembri marocain, Majid Bekas. Et donc, ça donne une création entre jazz et musique traditionnelle marocaine. C'était pour moi inédit. Ces deux-là se connaissent bien parce qu'ils ont participé à différents festivals d'Agadir, de Rabat et d'Essaouira. Donc, ce fut vraiment un moment de partage parce que entre eux et aussi avec nous, les guitares dialoguaient et on était dans une variété de funk, de blues marocain, pour aller jusqu'à la trance, je ne connaissais pas, Gnawa, qui fait partie du patrimoine artistique marocain d'origine subsaharienne, avec, à partir des confréries mystiques. C'était très beau à regarder parce qu'il y avait deux frères, les frères Chaouki, qui portaient des costumes traditionnels très colorés et qui dansaient aussi avec leur sorte de grande castagnette, les carcabous. Deuxième partie. Alors la deuxième partie nous a permis de découvrir Bombino. Et Bombino, alors de son vrai nom, c'est Goumour Al-Mortar aka Bombino. Donc, il est bassiste. On pourrait presque dire que c'est le Jimi Hendrix du désert. Il a une utilisation virtuose de la guitare. Il attaque toujours très fort et il poursuit son morceau dans la même tonalité puissante. Ça nous donne, on écoute des rocks, mais il y a dans cette musique quelque chose qui est enraciné dans le désert. On voit la culture du Touareg. Et moi, je ne savais pas que la guitare électrique était un moyen de résistance, parce qu'elle était interdite aux Touareg. C'est une musique qui se veut engagée et porteuse de paix. C'est vraiment une tempête de désert. Et moi, j'ai pensé au film Sirat que j'ai vu là, qui se déroule dans les beaux paysages du Maroc, où on voit un père qui recherche sa fille dans des rêves partis. J'aurais rêvé de participer à un concert de Bombino, mais dans un milieu naturel qui soit magnifique. On écoutera un petit morceau d'un de ses albums antérieurs. Doser sama derana Daktaranam taitui Yidman Tamiditi Doser sama derana Daktaranam taitui Doser sama derana Daktaranam taitui Yidman Tamiditi Doser sama derana Daktaranam taitui Tamiditi Ayaw
André, Soulèvement, c'est un documentaire ou pas? Oui, c'est un documentaire dans un sens, puisque on a des interviews et puis on a des images, mais c'est un documentaire engagé. On a l'impression de voir une sorte de film qui est fait pour défendre une cause qui est celle des soulèvements de la Terre. Il y a un Alors, point de vue, quoi. bah oui, complètement. Mm. Hein. Donc, bon, alors, ceci étant, c'est intéressant, bien sûr, parce que on ne connaît pas assez bien, je crois, cette cause-là, qui est celle des soulèvements de la Terre. Hein, vous savez, c'est ces écologistes hein, qui se battent contre l'agriculture industrielle, contre les méga-bassines, contre la 69, contre et donc contre la neige artificielle sur les pistes de ski, etc. Et ça nous raconte comment cette association, elle est tellement belle, tellement solidaire, tout le monde est d'accord, tout le monde est gentil. Donc c'est ça c'est le côté que... Mais moi je suis comme ça, je suis critique. Donc un documentaire qui ne me présente qu'un seul point de vue, même si je le partage, en gros, ça... Oui, mais tu viens de dire ben, qu'on ne je- parlait pas d'eux. Non, Alors, mais- c'est quand même bien qu'il y ait ce documentaire Non, de ben- Thomas Lacoste. Je sais pas, mais quand on me donne un tract, je le paye pas. Ce que je veux dire, c'est que là, on me donne une... enfin, ceci dit, c'est intéressant parce que c'est vrai, j'en ai appris plus. Bon, alors après, on me dit c'est complètement non violent, c'est complètement ceci. Bon, alors, après, il y a le problème de Sainte-Soline. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu des provocateurs et que c'est pas forcément ceux des soulèvements de la Terre qui étaient là. Mais et puis, c'est vrai qu'il y a une volonté de répression, et ça, tout le côté politique, moi j'aime bien, quand ils nous disent que c'est Bolloré qui veut complètement, c'est leur ennemi premier, je suis assez d'accord. Donc, mon problème n'est pas un problème politique. Politiquement, je partage pas mal de leur point de vue. Seulement, quand j'aurais aimé, moi ce que j'aurais aimé, c'est un documentaire qui laisse la parole aux opposants et qui soit quelque chose qui, justement, me permette justement, un petit peu, d'être plus fort en entendant ceux contre qui je suis. Et là, je n'étais que dans un sens. Alors, c'est une génération, c'est les trentenaires. Ça, c'est intéressant aussi. Bon, ça m'a appris ça. Hein, je veux dire, C'est un film de militant, presque. Voilà, bah oui, c'est un film militant. Voilà. Et bon. Ou tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Voilà. Je l'ai vu. Je ne regrette pas de l'avoir vu, mais c'est pas le film que j'ai préféré avoir vu. Voilà, Chantal. Oui, alors moi je vais terminer par un film d'un Irakien. Hein. C'est son premier film, d'Hassan Hadi. Voilà. C'est un conte tragique en Irak, sous la période Saddam Hussein. On est dans les années 1990 et le 26 avril, on avait pour l'habitude en Irak, c'est un souvenir personnel du réalisateur, on avait l'habitude de faire quelque chose pour l'anniversaire de monsieur Saddam Hussein. Son instituteur du réalisateur organisait par exemple un tirage au sort pour savoir quel serait l'élève qui serait élu et qui devrait préparer un gâteau pour fêter cet anniversaire. Ce n'est pas dans le film une critique directe, hein. C'est pas de critiquer la situation politique, mais évidemment en creux, eh bien on va avoir un portrait social, économique, idéologique, un état des lieux de l'Irak sous Saddam Hussein. On y voit bien toutes les difficultés du quotidien, de la pénurie, on y entend des bombardements et ça illustre les dégâts moraux et sociaux créés par la tyrannie, parce qu'on va avoir la déambulation de deux enfants, de la petite fille Lamia et de son ami, qui veulent
qui partent à la ville pour trouver les fameux ingrédients qu'il faut pour faire un gâteau d'anniversaire pour le président, à savoir 1 kilo de farine, 3 œufs et un peu de levure. Donc on va aller d'institution en institution, on verra l'école, on verra la police, on verra l'hôpital. Donc pour moi c'est un beau film, hein. C'est un très beau film sur le plan formel aussi, parce qu'il y a des mouvements de caméra, des mouvements de travelling, des mouvements panoramique pour présenter les personnages, et les cadrages sont très soignés, ça joue sur le premier plan, sur l'arrière-plan. Parfois, les protagonistes se trouvent dans l'arrière-plan avec le contexte ou filmé derrière une vitre. Les images sont belles parce qu'on est avec la petite Lamia et sa grand-mère Bibi. On est du côté de la communauté des marais. Donc, ça a été tourné d'ailleurs dans le marais mésopotamien, où on considère que c'est le berceau de la civilisation, de l'épopée de Gilgamesh, et on voit comme ça, ils se déplacent sur leur barque, ils ont des maisons faites avec des joncs, etc. On y voit les reflets sur l'eau. J'ai eu beaucoup d'émotions, et c'est pathétique, mais c'est aussi révoltant quand on voit l'intoxication idéologique par le régime, quand on voit tous les portraits. Les jeunes comédiens sont très sympathiques, sont très lunaires. La petite héroïne, eh bien, elle est véritablement déterminée. Et donc, c'est Baren Amen Naïef. Donc, c'est un très, très beau film que j'ai là. Voilà, donc, on vous a parlé de Chantal. Alors, on a parlé... Du château du président. Oui. De Soulèvement, un documentaire de Thomas Lacoste au cinéma. Des Sons d'hiver, festival du Val-de-Marne. Du 69e salon de Montrouge. C'est à Montrouge, au Beffroi. Et au niveau des romans, eh bien, de La joie ennemie de Kauter Adimi, Ma nuit au musée dans la collection Stock. Et puis aux éditions des Cendres, Petit chien sans ficelle et Mémoire d'enfance d'André Schleicher. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques et autres. Au revoir.